Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité a littéralement l'automobile dans le sang, puisque ses ancêtres étaient des pionniers de l'industrie dès le début du XXe siècle. Des décennies plus tard, il a décidé de marcher dans leurs pas en créant ses propres autos, inspirées des légendaires Bugatti type 55 ou 57. Des répliques, lui préfère parler d'évocations. Des évocations sublimes qui ont marqué les années 80 et 90, avec leurs lignes somptueuses, leurs réalisations soignées et leurs moteurs BMW. Mon invité a ensuite dirigé les automobiles Venturi avant de s'intéresser à la voiture autonome, mais aujourd'hui il a décidé de renouer avec les évocations de Bugatti. Un nouveau modèle doit sortir en 2023. On va aborder tous ces sujets avec mon invité Xavier Delachapelle. Bon Xavier, tu commençais tu as évoqué le sujet, mais c'est vrai que moi-même j'avais oublié, mais tu as dirigé Venturi Automobile entre 89 et 92, si je me trompe pas. Tout à fait, oui. C'était un peu la grande époque de Venturi à cette époque-là. Il venait de s'installer dans une toute nouvelle usine près de Nantes, il lançait les 400 et 400 GT, ils allaient même en Formule 1, c'était une période exaltante. Oui, alors bon, exaltante et en même temps, c'est ce qui a coulé Venturi. Bon, Oui. je vais faire un peu d'histoire. Vas-y. Donc, Venturi, moi j'ai rencontré Claude Poirot et Gérard Godefroy quand ils ont exposé, c'était en 81, je crois, Ouais. leur première Venturi qu'ils avaient fait dans leur garage à Paris. Avec un Y. Donc avec un Y, oui. Et donc on a sympathisé à ce moment-là. Bon, puis voilà, on faisait des salons ensemble. Et ils ont commencé leur aventure après le salon de Paris. Grâce à Hervé Boulan, qui était le premier PDG et qui a rassemblé autour de lui pas mal d'investisseurs privés ou d'investisseurs institutionnels pour lancer la marque. Donc, ils ont créé les premières Venturi, ils ont créé une usine à Cholet, dans laquelle ils ont fabriqué les premières voitures. Et ça nous amène aux années donc 87-88, donc je me souviens plus combien ils avaient fabriqué de voitures. Nous, on les voyait régulièrement sur les salons, on faisait des salons ensemble. On avait même fait un tour d'inauguration pour les 24 heures du Mans où on avait les Venturi et les Delachapelle, plus nos juniors qui étaient derrière d'ailleurs, c'était assez rigolo. C'est des bons souvenirs. Et au salon de Genève, alors je ne vais pas dire de bêtises, ça devait être en 88, je crois, oui, 88 ou 89. Non, 88. Claude Poirot et Hervé Lejeune, qui était le directeur commercial de Venturi à l'époque, étaient des bons copains, sont venus me voir en disant « Écoute, on est embêtés parce qu'on a de gros problèmes financiers et on risque de déposer le bilan. Donc, est-ce que dans ton entourage, tu connais des gens qui seraient prêts à investir ?» Alors, je lui ai dit « Écoute, moi, je peux en parler à… » On avait un autre investisseur pour qui on avait fait le monospace, le parcours, qui avait une participation financière chez nous aussi. Donc, je lui en ai parlé et on cherchait de toute façon des partenaires pour fabriquer le parcours en série. Donc, je lui ai dit, ça serait la bonne occasion. Si ça vous intéresse, on peut reprendre Venturi et en même temps utiliser tout le savoir-faire de Venturi pour faire le parcours en petite série. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé PDG de Venturi parce qu'il m'a dit, OK, vous vous en occupez et vous prenez la présidence de Venturi et moi, je mets l'argent qu'il faut pour remettre la société à flot et pouvoir fabriquer le parcours. Donc, ça a été une des raisons pour laquelle on a repris Venturi. C'est la fabrication du parcours. Génial. Donc, moi, je m'en suis occupé entre 89 et 92. Et en 92, on a eu deux choses qui sont arrivées. Le BPR, donc avec la 400 GT, et la F1. Et avec Claude, on n'était pas du tout d'accord pour que notre investisseur investisse dans la F1 parce que on s'est dit ça va être la fin de tout, c'est beaucoup d'argent et c'est autant d'argent qu'on ne pourra pas mettre pour fabriquer des voitures et pour développer la marque et pour développer de nouveaux modèles. Donc on lui a fait part de notre inquiétude et d'à notre avis, pour nous, l'erreur d'avoir voulu se lancer dans la F1. Bon, Gérard Larousse a été malin, il a senti que notre actionnaire avait envie de promouvoir Venturi au niveau de l'image et que la F1 pouvait être un vecteur extraordinaire. Mais le vecteur était très beau, mais
le chèque à payer était pas mal non plus. Oui, Donc, je peux pas rentrer dans tous les détails parce que ce serait une longue histoire, il faudrait parler que de ça bien pendant sûr. des heures. Oui, oui. Mais toujours est-il que c'est ce qui a précipité la fin de Venturi. Alors après, il y a eu Stéphane Rattel qui est venu proposer à Venturi de faire une voiture pour faire une coupe Gentleman Driver, qui était à la base une idée de Jean-Pierre Veltoise d'ailleurs, qu'il a reprise, si mes informations sont bonnes. Et Jean-Pierre Beltoise était venu nous trouver en me disant, tiens, ça pourrait pas t'intéresser qu'on fasse une coupe. On modifie une 260, on lui met des arceaux, on met peut-être des petites extensions d'ailes, etc. Et à minima, on peut faire une voiture de course. Et les clients peuvent même transformer leur voiture, comme Alpine a pu le faire à l'époque avec les GT4 et tout. Et on crée une course. Et voilà. Et il en a parlé, justement, je crois, à l'époque à Stéphane Rattel. Enfin, c'est ce qui m'est revenu aux oreilles. Et lui, il a repris l'idée. Mais comme il avait des amis qui avaient d'énormes moyens, il a repris l'idée en disant on va faire une F40 à la française et du coup on va créer un championnat avec une voiture beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus puissante, etc. C'est ce qui s'est fait. Et ça a coûté une fortune à l'usine parce que on mettait comment dire ça, on mettait un gros chèque dans la boîte à gants avec chaque voiture. Les voitures coûtaient beaucoup plus cher que ce qu'elles ont été vendues. Donc lui, je pense, en est pas mal tiré parce qu'il les vendait depuis la Suisse. Bon, je sais pas dans quelles conditions, mais Venturi a bouffé beaucoup d'argent. Donc ça a donné effectivement, je dirais, un petit élan supplémentaire à la société pendant quelques temps pour continuer en espérant que on trouverait de nouveaux actionnaires et que ça permettrait de relancer pas mal d'autres choses. Mais dans la pratique, non, quoi, parce que aussi bien la voiture que ce que payaient les gens annuellement pour voir leur voiture transportée sur les circuits, pour pouvoir les utiliser, juste à venir en voiture ou prendre l'avion, arriver, la voiture était prête avec toute l'équipe Venturi qui débarquait sur les circuits avec des SMI pour amener les voitures. Tout ça, ça a coûté une fortune. Donc ça, plus la F1, c'était pas possible. Ça a été la fin de Venturi. Ouais, exactement. C'est vraiment dommage parce que Venturi, c'est une expérience extraordinaire. Il y avait une équipe absolument fantastique. La voiture était géniale. Donc, moi, j'ai beaucoup roulé en Venturi à l'époque. J'allais de Lyon à Nantes, parce que je me suis occupé donc du déménagement de l'usine Cholet à Nantes, où on avait négocié avec le conseil régional de récupérer une friche industrielle et de refinancer toute sa remise en état. On a même créé un circuit à Fête-Bretagne, qui existe toujours, qui est toujours utilisé. Et qui était le circuit dédié à Venturi au départ, bon, qu'après qui s'est séparé et qui est devenu une entité à part. Mais ça a été vraiment une période extraordinaire. On avait une équipe très très performante avec beaucoup d'anciens de chez Uliez et qui était une équipe de gens absolument passionnés. Enfin, je pense difficile à refaire dans l'état actuel des choses maintenant. On aurait beaucoup de mal à refaire quelque chose d'équivalent. Est-ce que rétrospectivement, tu penses que si il y avait juste eu éventuellement le Trophy 400 GT ou le BPR et pas la F1, Venturi aurait pu passer le cap? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que la F1, la F1 a achevé le truc. Le BPR, je pense, aurait pu fonctionner. Il a fonctionné d'ailleurs, mais en vendant les voitures beaucoup plus chères que ce qu'elles ont été vendues. Et je pense que les gens qui ont acheté des Venturi pour faire le BPR auraient très bien pu mettre la différence pour que l'usine gagne de l'argent. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Ça a été mal géré à ce niveau-là. Et moi, je me suis pas du tout occupé du VTR, parce que du BPR. Le BPR a démarré après mon départ. Donc, il a dû démarrer fin 92, début 93, si mes souvenirs sont bons. Et la F1, je m'en suis pas du tout occupé non plus. J'étais encore président quand il y a eu le premier Grand Prix dans la Nièvre, à Manicourt. À Manicourt. Mais ce premier Grand Prix a été sponsorisé par Venturi. Il y avait juste le sticker Venturi sur la voiture, mais c'était une Lola avec un moteur Lamborghini piloté par un Japonais. Il y avait Eric Bernard aussi qui devait piloter à l'époque. Donc, quand les journalistes m'ont interviewé en me disant alors Venturi, vous faites le châssis, vous faites quoi, etc. Ah oui, non, là pour l'instant c'est un coup d'essai. on a financé on a sponsorisé le Grand Prix, mais on va faire autre chose par la suite, etc. Mais c'est impossible de répondre de manière claire à ce type de questions parce que ça n'avait rien d'une Venturi, il y avait que le sticker sur la voiture. D'accord. Donc c'était difficile de justifier
une implication importante de Venturi et surtout un investissement important dans ce projet. Donc, suite à ça, moi, je suis retourné dans mes pénates à Lyon pour m'occuper de la chapelle, sachant qu'on n'était pas d'accord sur la stratégie à long terme. Et bon, donc, à cette époque-là, il y a eu un autre successeur, enfin, c'est suisse, qui a pris la suite, qui a, lui, décidé de racheter l'écurie Larousse avec l'investisseur en question, ce qui a été la fin des haricots, quoi. Donc, lui est resté 6 mois, je crois, président. Donc, ça n'a pas duré très longtemps. Parce que, enfin bon, il y a des histoires que je ne peux pas raconter comme ça, qui sont un peu trop délicates. Ouais, non, mais je comprends. Je peux pas faire. Déjà, c'était super intéressant parce qu'effectivement, c'est une période qu'on ne connaît pas forcément très bien. J'en ai déjà dit beaucoup. Voilà. Bon alors Xavier, là donc on est en 92, après il y a la saga du Roadster, on a compris qui se termine pas bien. Et après personnellement, moi j'entends plus du tout parler de toi, et un beau jour je crois que ça devait être 2014 ou 2015, je te rencontre pour la première fois à une conférence de presse d'une société qui s'appelle Navia, qui fait des voitures, enfin des navettes autonomes. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce que t'es devenu pendant ce temps-là? Pas mal de projets. J'ai fait beaucoup de bureaux d'études. On a étudié des nouveaux modèles de juniors. On avait fait une première génération qu'on appelle la génération classique, qui sont toutes les premières qui ont été produites jusqu'en 2005-2006. Ensuite, on a fait une nouvelle génération qui s'appelle la génération collector, qui est beaucoup plus sophistiquée, qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération. Donc, on l'a relancé parce qu'au début, BMW m'a relancé pour refaire une nouvelle génération de BMW 328, mais qui devait répondre aux normes. Donc, on a même dû faire en sorte qu'elle puisse répondre au crash test. Donc, c'est quand même hallucinant. Alors qu'elle était limitée par BMW à 12 km/h. Enfin bon. D'accord. Donc, elle est passée au TÜV, elle a été testée au TÜV, etc. Donc, on a refait cette nouvelle génération qu'on a appelée la BMW 328 Collector. Et ensuite, je me suis dit, tiens, on va faire pareil avec les autres. Donc, on a refait des Bugatti type 55 Collector avec suspension, avec un essieu en aluminium forgé à l'avant, avec lame d'or ressort, etc., compteur de tour électronique, démarreur électrique, en fait, tout ce qu'il fallait pour que ça fasse une vraie petite voiture. On a fait pareil avec la Ferrari après, et donc ça m'a occupé pendant quelques temps. On a réalisé avec une société lyonnaise un buggy pour la société Peugeot, qui n'a rien à voir avec les Peugeot qui fabriquent les répliques de Porsche à Alès. C'était des Japonais qui avaient la licence, des Coréens, qui avaient une licence Piaggio pour fabriquer les Piaggio sous licence en Corée. Quand ils ont donc décidé de trouver un nom pour leur société, ils l'ont appelé Peugeot parce que Piaggio en coréen on dit Piaggio. Ah oui. Voilà, donc ils l'ont appelé Peugeot. Et donc cette société fabriquait beaucoup de scooters, beaucoup de quads aussi. Et ils ont décidé de se lancer dans des buggy, et ils ont fabriqué des premiers buggy avec des moteurs de 150 cm3 qui étaient distribués par un ami à Lyon, par un ami à Paris, dans la région parisienne. Et quand on en a discuté ensemble, il m'a dit ça serait sympa de faire un proto avec un 500, quelque chose de beaucoup plus puissant, qui soit un buggy de luxe. Et donc on a rencontré les Taïwanais avec lui, qui étaient des gens fort sympathiques d'ailleurs, et très très entreprenants sur le plan marketing. Donc ils nous ont passé commande pour faire une étude d'un buggy de haut de gamme qu'on a équipé au départ d'un moteur 500 Piaggio d'ailleurs, qui est un véhicule qui était homologué comme un quadricycle, donc en LCT, et qu'ils ont sorti en série en Corée. Donc et ils en ont fabriqué. Qu'est-ce que je dis en Corée? Attends, je dis une bêtise. Non, tout ça, c'est taïwanais. Pardon, excuse-moi. D'accord. Donc tout a été fabriqué à Taïwan. Et ils en ont fabriqué, je ne me rappelle plus, quelques milliers qu'ils ont vendus dans le monde entier. Et donc nous, on leur a fabriqué le prototype complet. On a fait les tests avec eux. Ils sont venus plusieurs fois à Lyon pour le tester. Et ensuite, ils l'ont industrialisé à Taïwan avec des pièces en plastique injectées, etc. Enfin, pour baisser le prix de revient, évidemment, parce que nous, on avait fait toute la carrosserie au départ en matériaux composites. Donc, j'ai travaillé là-dessus pendant quelques années. Et on devait fabriquer d'ailleurs une Jeep dont on a fait un prototype pour eux. Et la société a été rachetée entre-temps et ils n'ont pas donné suite au projet de la Jeep.
Donc, je me suis après donc occupé d'autres types de projets et entre autres donc de la création des voitures autonomes chez Navia. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette... On est dans un univers complètement différent, là, tu passes des voitures de petite série, du véhicule passion, encore une fois des navettes autonomes. Qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce qui t'a motivé dans ce projet-là? Bah, j'ai pas vraiment été, enfin, j'étais motivé par le projet parce que je trouvais le projet passionnant, mais en fait, moi j'ai agi en tant que consultant prestataire sur ce projet. Mhm. La société, en fait, a été rachetée par un ami lyonnais qui s'appelle Christophe Sapet, qui était le président d'Infogrames, Ouais. les jeux vidéo, Ouais, Infogrames, que ouais, ouais. connaissent certainement un certain nombre de tes auditeurs. Et Christophe Sapet, quand il a racheté cette société, m'a demandé si ça m'intéressait de créer un nouveau modèle, sachant que j'avais créé beaucoup de modèles en petite série, chez De La Chapelle ou chez Mhm. Venturi ou pour les Taïwanais avec PGO. Il m'a proposé donc de m'occuper complètement de la création d'un nouveau modèle. Et sachant que j'avais les relations, tout l'écosystème qui allait bien pour réaliser rapidement un Mhm. prototype. Mhm. Donc, je me suis attelé à la tâche et on a créé une équipe avec des anciens de l'équipe de la société qu'il avait rachetée, plus tout mon réseau de sous-traitants avec qui j'avais déjà réalisé pas mal de voitures, ce qui a permis d'aller très très vite en fait, parce Mhm. que les gens, on se connaissait bien, on savait ce qu'ils étaient capables de réaliser et on a pu maîtriser les coûts de réalisation de cette manière-là, contrairement à une autre option qui aurait été de sous-traiter le développement à des grosses boîtes de l'industrie automobile, enfin Mhm. travaillant pour l'industrie automobile, comme Assystem ou comme d'autres marques très connues. Donc, tout a été réalisé dans la région lyonnaise, enfin dans un environnement très très proche de Lyon. On ne voulait pas s'éparpiller pour pouvoir gérer le projet de manière simple et pas trop coûteuse. Et on a réalisé donc 3 prototypes en 12 mois, Ouais, pas mal. ce qui était quand même pas mal. Alors moi, je me suis occupé que de la partie automobile, hein, Ouais. c'est-à-dire la partie style, châssis, suspension, etc. Donc j'ai agrégé plusieurs prestataires que je connaissais depuis quelques temps ou de nouveaux prestataires qui sont arrivés au moment de la création du projet. Et je me suis occupé d'organiser tout ça avec toute une équipe chez Navia qui s'est étoffée d'année en année, si tu veux. Parce que Mhm. quand on est parti en 2014, en juillet 2014, on était 7. Et au bout de 3 à 4 ans, on s'est retrouvé 300. Ah oui. C'est quand même une sacrée aventure. Mhm. Mhm. Et alors, Donc, juste pour, parce que les gens ne connaissent pas forcément, cette Navia, c'était en gros une sorte de petit minibus, enfin d'ailleurs ça existe toujours, je crois, qui se déplace tout à fait. en propulsion électrique, qui est conseillé pour se déplacer autour d'une vingtaine, trentaine de kilomètres heure, c'est ça? Exactement. C'est une navette Ouais. qui est pilotée avec plusieurs moteurs électriques, donc un moteur avant, un moteur arrière, avec 4 roues directrices. Mhm. Et tout est piloté par l'informatique, donc avec des capteurs, avec des caméras embarquées, etc. Et le véhicule se repère dans son environnement par l'intermédiaire de lidar Mhm. qui sont connus maintenant dans l'automobile, parce que Valeo en fournit pas mal, Ouais, ouais. et par l'intermédiaire de caméras aussi, qui repèrent l'environnement et le véhicule peut se mouvoir sans conducteur dans un environnement qui est pour l'instant un environnement relativement sécurisé parce que on n'est pas encore au stade, on l'a vu d'ailleurs avec les accidents qui se sont produits avec les Tesla, Mhm. on n'est pas au stade de la DAS 5 qui serait l'autonomie complète. Actuellement, on est à DAS 3, à DAS 4 qui sont Mhm. différentes stades d'autonomie en fait du véhicule. Et ce véhicule, donc, pour l'instant, se balade soit dans des sites industriels, soit dans des sites urbains, mais qui sont déjà bien balisés. Hein, à Lyon, on en a fait tourner dans la région de Confluence, je ne sais pas si tu connais, Ouais. autour de... Voilà. Les premiers ont été utilisés dans des sites de centrales nucléaires, parce que l'avantage, c'est que ça pouvait circuler H24 sans conducteur ni rien. Donc, il y a eu pas mal de tests qui ont été réalisés dans cette centrale.
Et puis depuis, Navia en a vendu d'environ, je pense, une vingtaine de pays à peu près, Ah oui. à des opérateurs de transport. Ouais. Donc, il y en a aux États-Unis, il y en a à Singapour, il y en a au Japon, il y en a en Angleterre. Enfin voilà, plus de 30 pays. Quel regard aujourd'hui tu portes sur la voiture autonome après cette expérience-là? Bah écoute, moi je pense qu'effectivement, c'est un projet qui est intéressant parce que dans pas mal d'environnements un peu industriels ou d'environnements, par exemple des foires, expositions, etc., ça permet d'avoir un véhicule qui roule H24 sans aucun problème. Mhm. Cela dit, bon, Navia a plutôt fabriqué des véhicules qui naviguent dans ce type de site, hein, mais pas open space comme Tesla, Ouais. avec l'autopilote, etc. Donc, pour l'instant, bon, ça pose surtout des problèmes de sécurité, sachant que pour que tout se passe bien, il faut que la machine ait appris tous les scénarios possibles pour Ouais. pouvoir les contourner en cas de problème. Un piéton qui traverse devant toi sans prévenir, une voiture qui déboîte, une voiture qui te fait une queue de poisson. Enfin, c'est très très complexe. Hmm. Donc, il y a eu toute une excitation il y a disons, 3-4 ans Ouais. autour des véhicules autonomes. On en parlait tout le temps à BFM. Mhm. C'est vrai. Bon, et ça s'est un peu calmé parce que les gens se sont rendus compte, y compris Elon Musk, que c'était pas si simple que ça Ouais. et que ça posait quand même un certain nombre de problèmes de sécurité et de problèmes juridiques en cas d'accident. Qui est responsable? Est-ce que c'est le fabricant du véhicule? Est-ce que c'est le fabricant des caméras? Est-ce que c'est le fabricant? Est-ce que c'est le gars qui a fait le logiciel? Ouais. Est-ce que c'est le client, le piéton qui traverse sans regarder? Bon, et pour que ça soit homologable, il faut que tous ces problèmes soient résolus, aussi bien Bien au sûr. niveau de la sécurité qu'au niveau des assurances, Bien qu'au sûr. niveau juridique. Hmm. Donc c'est très complexe. Et pour l'instant, bon, on y arrive petit à petit, mais on n'y est pas encore. Et ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Ouais, Donc, comme disait Jean-Pierre Raffarin, donc la route est droite, mais la pente est raide. exactement. Mais c'est un projet absolument passionnant. J'ai bossé pendant 5 ans pour Navia. Ouais. Et du prototype à l'usine qui les produit en série maintenant, en petite série. Et enfin, ça a été effectivement une très belle aventure avec toutes les équipes sur place qui a été réalisée en l'espace de 5 ans. Quoi. Enfin, Bon, maintenant, ça fait plus de 5 ans parce que c'est 2014, donc 2014 à 2022, ça fait 3 ans de plus. Et moi, je suis parti donc en 2019 pour me lancer sur le projet de la nouvelle Atalante. et ben voilà, c'est parfait, tu Voilà, m'amènes donc le on y est. sujet sur un plateau. C'est formidable. J'ai fait le lien entre les deux. Donc oui, Atalante V8, tu en parles tu y as fait allusion plusieurs fois pendant notre entretien. Comme je le disais en intro, tu as décidé un peu de revenir à tes premières amours, de revenir sur les répliques ou les évocations de Bugatti. Mais alors là, tu changes complètement d'échelle, hein, parce que là, on parle un modèle plus grand, avec un V8. Tu annonces, alors je vais aller voir sur le site, hein, tu annonces 455 chevaux, un prix, alors attention, hein, accrochez-vous, vous êtes bien assis tous ceux qui nous écoutent, un prix de 468 000 euros TTC. Là, on change complètement de dimension. Là. Prix de base. Prix de base, oui, prix de base hors Prix de option. base. Pour les vitres électriques et la clim, c'est en plus. Non, mais Non. Il y aura les vitres électriques et la clim, ils ne diront pas. Mais après, c'est en fonction, c'est boîte mécanique, boîte auto, ouais. et puis d'autres demandes spéciales, de peinture spéciale, d'intérieurs spéciaux, etc. Mais là, Voilà. tu changes Donc, je complètement pense d'échelle. C'est un gros projet, là. Oui, alors en fait, ce projet, c'est un projet que j'avais depuis longtemps en tête. Et puis, il se trouve que j'ai un de mes très bons clients qui a eu tous nos modèles de voitures et qui est revenu me voir parce qu'il avait vendu son Atalante. Et il m'a demandé de lui en refaire une. Alors, je lui ai dit, écoute, on pourrait refaire la même, mais avec BMW, c'est devenu très compliqué puisque maintenant, pour avoir des moteurs BMW, on est obligé de payer 1 million d'euros pour pouvoir les installer. Parce que BMW nous oblige, ça a beaucoup changé depuis la période où on achetait les moteurs en Allemagne Ouais, il suffit plus d'un coup de téléphone, quoi. quand on a démarré. Maintenant, ils sont très très stricts au niveau juridique. Enfin, il y a eu toute une nouvelle équipe de gens plus jeunes qui sont arrivés. C'est pas les passionnés qu'on a connus à l'époque Ouais. de BMW qui sont aux manettes.
il y a beaucoup de juristes. Et donc, BMW, maintenant, chaque fois qu'on sort un modèle avec un moteur BMW, il faut le tester chez BMW ou sur leur circuit de Miramar, là, Ouais. qui est dans la Drôme. Non, oui, enfin, pas loin de la Drôme. Miramas, pardon, excuse-moi, Miramas. Voilà, c'est ça. Et donc, le ticket d'entrée, c'est minimum 1 million d'euros. Ouais. Alors, amortir 1 million d'euros uniquement pour faire des tests sur une voiture en très ça petite plombe série, le modèle économique. Tout de suite, effectivement. Donc, je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'ai un autre projet, ça serait de faire une Atalante avec un moteur V8 qui soit lui open source. Mm-hmm. Donc, moteur V8 américain, moteur de Corvette, qui est déjà un moteur hyper performant avec un couple de camions. Ce qui est intéressant pour les gens qui se baladent avec ce type d'auto, parce qu'ils veulent du couple, ils vont pouvoir se balader sur le couple, pouvoir repartir très vite si nécessaire pour doubler. Donc, on a décidé de mettre le moteur de Corvette qui était le seul en plus qui tenait sous le capot, parce qu'un capot d'Atalante, c'est quand même assez étroit. Donc, mettre un Mercedes ou un BM en 4 arbres à cam en tête, c'était pas possible, ça passait pas. Ça aurait fait une voiture très disgracieuse. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a utilisé. Sachant que les gens qui essaient de ce type de voiture, c'est plutôt l'aspect général de la voiture, le charme de l'intérieur, etc., qui détermine l'acte d'achat. C'est pas tellement la motorisation. Donc, une motorisation increvable comme un Corvette qui fait 450 chevaux, qui a un couple d'enfer qui démarre en boulet de canon, ça lui allait très bien. Donc, on a décidé de refaire une voiture qui soit en proportion de la puissance aussi, qui puisse passer le couple au sol. Et on en a parlé avec Michelin, qui nous a conseillé le type de pneumatique à utiliser en me disant, moi je voulais mettre des pneus plus étroits pour le look. Ils m'ont dit non, si tu fais ça, on ne garantira pas l'utilisation de ces pneumatiques. Il faut que tu mettes au minimum telle et telle taille. Et donc, ça a déterminé un petit peu le look de la voiture. Donc, la première Atalante, on l'avait réalisée sur le châssis de la 55, qui était un empattement de 2,80 m. Et beaucoup de gens nous avaient dit, mais pourquoi vous avez pas refait l'empattement de l'Atalante d'époque, qui était de 2,97 m? On dit parce qu'on avait fait le crash, on n'avait pas envie de refaire 150 crash. Donc, on a utilisé le même châssis que la 55, pour des problèmes de prix de revient, d'études, etc. Et du coup, on s'est dit, puisqu'on refait tout, qu'on fait un moteur plus puissant, qu'on est obligé de mettre des pneus plus larges, eh ben on va la faire grossir en conséquence. Et donc, on est passé à l'empattement d'époque de l'Atalante, la 57S, qui était de 2,97, 2,98 à peu près. Et donc, on l'a agrandi en longueur et on l'a agrandi en largeur de manière à avoir plus d'habitabilité à l'intérieur de la voiture, ce qui faisait aussi sens pour le client, qui trouvait que les anciennes étaient un peu étroites et qui préférait avoir un peu plus de place à l'intérieur. Donc, finalement, ça répondait, ça cochait toutes les bonnes cases. Voilà. Donc, on a réalisé un nouveau châssis, des nouvelles suspensions. On a installé une direction à assistance électrique, puisque moi, j'avais rencontré pas mal de gens du temps de Navia, puisque toutes les crémaillères qui étaient pilotées sur Navia étaient des crémaillères à assistance électrique. Donc, ça m'a permis aussi d'utiliser les rencontres que j'avais pu faire lors du développement du véhicule. Donc, on a développé une crémaillère spécifique, une colonne d'assistance électrique spécifique, une nouvelle clim qu'on a développée intégralement. On a refait des nouvelles jambes forgées, etc., etc. Carrosserie en carbone Kevlar. Voilà, exactement. Un châssis en acier aviation qui utilise d'ailleurs une partie des tubes qu'on avait utilisés pour Navia. Elle ne pèse que 1350 kg, je précise, avec le V8 de la Corvette. Ouais, on espère faire mieux, mais bon, voilà, je pense qu'on sera entre 1350 et 1400, mais on aimerait bien arriver à 1300. Mais pour l'instant, au niveau du prototype, il y a des tas de choses qu'on n'a pas encore optimisées. Donc tu as déjà un prototype roulant? Il y a déjà un prototype roulant, oui, qui marche très fort d'ailleurs. On a été impressionnés, il est pratiquement... il est bien né dès le départ. Là, on est en train de finir un certain nombre de développements concernant les amortisseurs, parce que au début, la voiture était un peu trop raide. Et on est en train de développer, avec une société française, avec des anciens de chez Renault Sport d'ailleurs, une société qui développe beaucoup de suspensions pour l'aéronautique, etc., et pour le militaire, qui nous a développé d'ailleurs toutes les suspensions de Navia aussi, et qui est en train de nous développer des suspensions spécifiques pour la voiture. C'est bien ça, entre Michelin et les anciens de Renault Sport, il y a pas mal de bonnes fées qui se penchent sur le berceau de cette voiture. Écoute, oui, on a de bons prestataires et on a une équipe motivée et dynamique. Donc,
on espère que très rapidement, on aura fini la mise au point. Alors On travaille sur la crémaillère actuellement, qui était un peu directe, qu'on est en train de calmer un peu. Ouais. Et donc sur les suspensions, qu'on veut aussi un peu plus soft, avec des butées hydrauliques. Ouais. Donc c'est une toute nouvelle technologie aussi qui est développée pour la voiture. Voilà, que de te dire d'autres, vitre électrique, évidemment, Bluetooth, radio Wi-Fi, etc., etc. Et donc tu ambitionnes de livrer les premières en 2023 ? Oui, on va livrer, je pense, la première à cette époque-là, oui. Et combien de voitures tu espères produire ? C'est une question très délicate, parce qu'on en est tout à fait, je dirais qu'on en est pas au début, puisque ça fait déjà 3 ans qu'on travaille sur le prototype, Ouais. enfin, sur la réalisation complète du projet, puisqu'on est parti d'une feuille blanche cette fois-ci. Elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne Atalante. Elle a le même look, mais comme tu l'as dit au début de ton intervention, elle est plus grosse, et plus large, plus longue, donc toutes les proportions ont été revues. Donc elle n'a plus rien à voir, elle a une allure beaucoup plus musclée, beaucoup plus méchante. D'ailleurs, je pense qu'elle elle devrait même plus plaire que la première version, parce qu'elle est plus agressive, elle a plus de présence sur la route, si tu veux, que les premières versions, qui sont plus anciennes, plus dans l'esprit des Atalantes d'époque en termes de proportion. Oui. Donc, combien on va en produire ? Bonne question. Quelques-unes par an, je dirais. Le nombre, c'est difficile à dire. Tu vois, à l'époque, quand on faisait les 55, on en faisait 10 à 12 par an. Ouais. Donc, je pense que là, c'est un véhicule qui sera beaucoup plus cher. Ouais. Donc, je dirais l'objectif, c'est entre 5 et 10 par an. Voilà, peu de choses près. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu me disais quand on a préparé cet entretien que j'avais envie de dire, comme d'habitude, tu as rencontré pas mal d'obstacles pendant le développement de cette voiture. Bon, évidemment, il y a eu le Covid, ça, tout le monde a morflé. Le Brexit, parce qu'apparemment tu avais pas mal de partenaires qui étaient au Royaume-Uni. La guerre en Ukraine, tu avais un fournisseur russe. T'as eu plein d'ennuis en fait récemment là. Oui, alors heureusement, le fournisseur russe a eu le temps de nous livrer avant la guerre, parce que donc ça, c'était pas mal. Les Anglais, il y a eu effectivement le Covid et le Brexit. Donc ça a été très compliqué à gérer, parce que maintenant, chaque fois qu'on fait des échanges avec l'Angleterre, on est obligé de faire une déclaration en douane, alors qu'avant, c'était très simple. On avait un problème, on avait des défauts, on leur envoyait, ils faisaient la modification, ils nous renvoyaient. Et maintenant, chaque fois, il faut faire une déclaration en douane de notre côté, et eux, pareil, quand ils nous renvoient les pièces. Donc ça prend du temps et ça coûte cher. Ça, c'est vraiment, pour moi, ce Brexit, c'est une bêtise monumentale. Mais enfin bon, bref. Et d'autant plus que notre objectif au départ, c'était de fabriquer le proto en France et après de trouver des partenariats en Angleterre, parce la dernière Atalante, on l'a fabriquée en Angleterre avec des anciennes chez Lotus. Ouais. Et en Angleterre, l'avantage, c'est qu'ils ont le savoir-faire, ils ont l'écosystème, tout ce qui va bien, ce qu'on est en train de perdre en France pour faire ce type d'auto. Quand on parle de petites séries, je ne parle pas de grandes séries, ça c'est autre chose. Dans petites séries, on a du mal maintenant à trouver les bons compagnons pour pouvoir créer ce type de produit et sortir quelque chose de sympathique, de beau, de bien réalisé. C'est devenu beaucoup plus compliqué qu'à l'époque. Alors qu'en Angleterre, ils ont encore ce savoir-faire, etc. Donc, on avait discuté avec eux suite à la fabrication de la dernière Atalante à moteur 6 cylindres qu'on a fabriqué là-bas, de pouvoir fabriquer des voitures en petite série en Angleterre avec des équipes dédiées. Donc, le Brexit a tout mis par terre. Donc, on a dû recréer des équipes en France pour pouvoir finaliser un certain nombre de choses qu'on aurait faites certainement en Angleterre. Donc maintenant, la question est qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai que maintenant qu'on a créé toutes les équipes, je pense qu'on va garder tout ça en France. On est en train d'essayer de staffer un peu plus toute l'équipe. Mais ça nous a posé effectivement tous les problèmes que tu as décrits tout à l'heure. Oui, ça complique les processus, quoi. Ça complique énormément le processus. L'éternel problème, c'est ce que je disais au début de notre échange, c'est que c'est très compliqué maintenant de trouver des gens pour fabriquer des châssis en petite série avec toute la qualité requise, etc. Ouais. Donc, on travaille beaucoup avec des gens qui sont plutôt dans le domaine de la compétition, parce qu'on a cette habitude-là d'arriver à faire du beau travail en petite série, mais malheureusement, relativement cher, ce qui explique aussi le prix de la voiture. Oui, forcément.
Voilà. Bon alors, chers auditeurs, vous savez que vous pouvez suivre Histoire d'Auto sur les comptes Twitter, Facebook, Instagram, et du coup vous pouvez poser des questions aux invités futurs. Et là, Xavier, j'ai une question posée sur Twitter par le Novichok de United. Comment exister et survivre dans un monde automobile industrialisé et globalisé? Je pense que c'est une question qui te taraude depuis pas mal d'années. Bah, comment exister en faisant beaucoup de sacrifices, Oui. en réglant pas mal de galères et en étant surtout passionné, parce que si t'es pas passionné quand tu fais ce boulot, c'est même pas la peine, hein, Oui. il faut pas y toucher parce que c'est des métiers compliqués, il faut s'entourer de gens compétents, motivés comme toi, et trouver également des financiers qui acceptent de jouer le jeu. Oui. Et sachant que les voitures fabriquées en petite série coûtent très cher, que Oui. les homologations deviennent de plus en plus complexes, Mm. et que répondre à tout ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, aussi du savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qui devient effectivement de plus en plus complexe. Je pense que les gens qui vont vouloir fabriquer des voitures en petite série, j'en connais quelques-uns en France maintenant, Mm. ils partent sur des budgets qui n'ont rien à voir avec les budgets qu'on avait à l'époque, Ouais. qui étaient beaucoup plus raisonnables. Mm. Et il va falloir amortir ces budgets-là parce que quand tu investis 5, 10, 30, 40 millions d'euros, c'est pas la même chose. Oui. On voit des projets comme Opium maintenant, par exemple, Oui. 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 La qui est un voiture, la projet berline à fantastique, hydrogène. mais eux, ça va être en centaines de millions d'euros. Oui. Donc, Oui. pour Alors, arriver à fabriquer une voiture, puisque leur objectif c'est de la fabriquer à 120 ou 130 000 euros, donc on est au prix d'une Tesla Model S, Mm. ça va pas être simple. Hein. Donc il faut trouver des bons partenaires industriels et des bons partenaires financiers. Mm. Alors là, c'est un pari que j'admire, mais qui va être très complexe. Ouais, ouais. Bah, ils se sont introduits en bourse d'ailleurs il y a déjà 1 an et demi Oui, ou 2 ans aussi. Ouais. pour effectivement lever des capitaux. Ouais. Il faut lever beaucoup, beaucoup de capitaux et même fabriquer des voitures comme les nôtres. Si tu n'as pas fait ça pendant une certaine partie de ton existence, tu sais pas à qui t'adresser, Ouais. trouver Mm. Parce que tu peux partir avec des partenaires installés, qui sont des sociétés de modelage connues qui travaillent pour l'automobile, ou des sociétés industrielles qui peuvent te faire des châssis en série et tout, mais on n'est pas au même coût. Mm. C'est des gens qui travaillent avec des tarifs horaires nettement plus élevés, et donc c'est beaucoup plus cher à financer et beaucoup plus long à amortir. Donc il y a un risque qui est quand même relativement important. Voilà. Alors nous, on a toujours fait ça un peu comme le font les Anglais, c'est-à-dire avec beaucoup de système D à la française. Mais je pense que même les gens d'Alpine, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'ingénieur en chef d'Alpine que tu as interviewé aussi, Ouais. et les investissements sont colossaux. Quoi. Ouais, Donc, bien sûr. est-ce qu'ils arrivent à amortir la chaîne de production? C'est à lui qu'il faut poser la question, mais je pense que ça ne doit pas être simple non plus. Ouais, c'est sûr. Ça reste de la petite série, Alpine Ouais, aussi, ouais, d'une bien certaine sûr. manière. Enfin, Bien bon, sûr. Ouais, on ouais. parle en centaines de voitures, hein, mais je pense que ça ne doit pas être simple non plus. Non, non. Bon, ils ont Renault derrière, donc c'est quand même un peu plus facile. Nous, on n'a que des financiers qui sont des particuliers passionnés. Donc, on ne peut pas non plus leur demander le même type d'investissement. Donc, il faut qu'on contrôle les coûts à tous les niveaux. Et c'est là la complexité de ce type de projet. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que tu as parfaitement répondu à la question. J'avais une autre question posée sur Twitter par François. Alors c'est un petit clin d'œil. A-t-il besoin d'un soudeur? Je sais que François cherche à changer de boulot. C'est vrai, est-ce que ça recrute chez De La Chapelle? Bah, pour l'instant, pas encore à ce niveau-là, parce que là, on le sous-traite. Ouais. C'est des opérations qu'on sous-traite. Puis ça dépend à quel endroit il habite aussi. Il est en Belgique. Ah oui, alors c'est compliqué, effectivement. Alors, Bon après, il faudra peut-être que pour travailler pour De La Chapelle, il serait peut-être prêt à s'installer en France. Hein, et, je sais pas. Hein, ça peut être, c'est motivant. Hein. Oui, pourquoi pas. Cela dit, pour l'instant, on n'aurait pas assez de travail pour lui parce qu'on travaille Ouais. au niveau prototype. Donc, tout ce qui est soudure, nous, on a des gens en interne qui soudent, mais je dirais de manière un peu occasionnelle, surtout quand on fait des modifications sur le châssis pour installer de nouveaux éléments, choses comme ça. Mais Oui, c'est pas un le boulot à temps châssis plein. Quoi. lui-même, non, le châssis lui-même, on l'a complètement sous-traité à des prestataires avec qui on travaille depuis longtemps, que ce soit pour De La Chapelle ou Navia même. Hein. Donc, et je pense qu'on continuera a priori pour des raisons aussi toutes simples de responsabilité et d'assurance. Ouais. Parce qu'il faut que des gens qui soient assurés en cas de pépin. T'imagines qu'une soudure lâche. Ouais. Alors nous, on est couvert aussi avec nos assurances, mais
Les assurances ont tendance à se retourner vers le sous-traitant qui a fait le boulot. Ouais. Donc, il faut que le sous-traitant soit bien assuré Hum, et donc les gens qui sont dans la compétition automobile ont ce type d'assurance. Je pense qu'on D'accord. va plutôt s'orienter vers des gens qui réalisent déjà des châssis dans ce domaine. D'accord, ok. On est en discussion actuellement, donc pour l'instant, on n'a pas encore pris de décision, mais il va falloir le faire rapidement parce que dès qu'on aura fini le proto, on va le désosser complètement, faire toutes les nomenclatures et puis faire les modifs qui vont être nécessaires pour simplifier le montage, simplifier la réalisation du châssis et remodifier toute la 3D parce que toute la voiture est en numérique, de manière à pouvoir sous-traiter ça à des gens compétents. Hum, hum. Donc je dirais pas dans l'immédiat malheureusement, François. Voilà. Bon, et le futur de la Chapelle, est-ce qu'il est électrique, comme le futur de beaucoup d'autres constructeurs? Ah, ça, c'était une chose à laquelle on réfléchit aussi, mais bon, surtout après mon passage chez Navia où on a beaucoup travaillé Ouais. sur l'électrique. Donc, j'ai pas mal de copains dans ce domaine-là. On y réfléchit, mais bon, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut le faire sur ce modèle-là? Est-ce qu'il faut faire une Atalante électrique? Hum, Ou est-ce que il faut le faire sur un... Au début, quand on a fait ce châssis-là, quand on l'a développé, l'objectif, c'était de faire un nouveau châssis, donc une nouvelle génération de châssis, qui est le châssis série 5. Après le dernier châssis série 4 des 55 et des premières Atalantes dont on a parlé. Même série 6, parce qu'on a une série intermédiaire, mais qui a pas, qu'on n'a pas beaucoup utilisée, mais on a fait 2 ou 3 voitures avec ce châssis-là. Donc maintenant, on est sur le série 6, pardon, j'allais faire une erreur. mhm. Et ce châssis, on l'a prévu pour pouvoir le faire aussi bien en thermique qu'en électrique. Sachant que notre objectif sur ce châssis, c'est de pouvoir mettre différents types de carrosserie à terme. Donc on a la carrosserie de l'Atalante qui était la commande de notre client Ouais. qui voulait absolument cette voiture. Mais on a aussi des dessins qui sont assez fantastiques de voitures un peu plus néoclassiques qui Hum, pourraient utiliser la même base roulante, hum. que ce soit en thermique ou en électrique. Alors en électrique, on discute avec pas mal de gens qui ont des projets, notamment aux États-Unis, de faire des roadsters électriques avec qui on pourrait peut-être faire des choses aussi. Mais Mhm. c'est encore un petit peu tôt Ouais. et je ne sais pas quelle va être la perception des clients Oui. intéressés par ce type de Est-ce- produit. Est-ce qu'ils veulent de l'électrique ou est-ce ils préfèrent du thermique tant que Ouais. le thermique Hum, est encore hum. autorisé. Voilà, c'est là la question. J'ai du mal à répondre dans l'immédiat à cette question. Oui, c'est d'ici à 2035, il n'y a pas d'urgence. Ouais. Non, il n'y a pas d'urgence. Il faut que la mentalité des gens évolue pour Hum, que hum. ils se disent rouler avec une Atalante électrique, c'est pas forcément idiot. Bon, il y a des Anglais comme Everati qui transforment des Porsche, des Ouais. Ferrari Hum, en électrique. Il y a pas mal de gens qui le font. Bon, en France, il y a la société Rétrofutur qui fait du rétrofit. Il y en a d'autres aussi qui ont, je sais pas où ils en sont, mais qui ont voulu faire aussi des mini électriques. Ouais. Mais je sais pas parce que à partir du moment où on fait, je parle du rétrofit hein, spécifiquement, mais à Ouais. partir du moment où on fait du rétrofit, est-ce que les gens qui ont des voitures anciennes vont vouloir payer 20 ou 30 ou 40 000 euros pour pouvoir avoir une version électrique? Est-ce qu'ils vont pas préférer garder leur moteur thermique Ouais. tant qu'ils peuvent rouler avec? Bien sûr. Regarde par exemple l'exemple de la Type E qui a servi au mariage de Meghan et de Harry là, en Oui. Angleterre, Oui. Oui. donc qui avait été faite par Jaguar d'ailleurs, je crois Hum, directement, hum. ou ils l'ont sous-traité. Non, ils l'ont sous-traité. Alors je sais pas s'ils l'avaient même pas sous-traité à Everati d'ailleurs. Et ils avaient proposé d'ailleurs au départ, ils avaient dit on va faire un kit et tous les gens qui ont une Type E avec un moteur fatigué, ils pourront ou qui voudront rouler à des endroits où on n'aura plus le droit de rouler avec un moteur thermique, comme dans le Oui. centre de Londres par Hum. exemple. À ce moment-là, on leur propose un kit qui est du plug and play. Tu enlèves le moteur, tu enlèves tout et puis tu installes le moteur électrique, la Mhm. batterie, etc. Ouais. Et je pense qu'ils n'ont eu aucune demande parce qu'ils ont pas donné suite. Oui. Et alors, c'est la question qu'on se pose avec tous les collectionneurs. Bon, j'ai un ami qui travaille là-dedans, qui m'a fait essayer une Porsche 911 électrique, 912, pardon. Mhm. Bon, j'ai trouvé que c'était rigolo, mais ça fait un bruit de voiture électrique. Je trouve pas ça très, très sexy Hum. dans l'état actuel du développement de la chaîne de traction. Si tu veux. Peut-être qu'à Mhm. terme, on Hum. fera des moteurs plus performants, qui auront un bruit plus sympa, avec des réducteurs qui seront moins bruyants. Mais bon, j'aurais à hésiter entre une 912. Bon, il va peut-être pas être content s'il nous écoute, mais entre une 912 un moteur thermique et une 912 un moteur électrique, dans l'état actuel des choses et dans l'état actuel du développement, Oui. j'hésiterais pas une seconde. Hein, je Ouais. prendrais la Bien voiture à moteur sûr. thermique. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui
Qui résonnent comme toi. Qui doivent résonner de la même manière. Voilà. C'est comme quand tu as une Ferrari. Est-ce qu'une Ferrari, tu vas la transformer en électrique? Est-ce que c'est quand tu as une Mercedes 300 SL, tu vas la transformer en électrique? Sauf si tu n'as pas d'autre choix et que tu ne peux plus rouler avec ta voiture et que les normes font que si tu veux aller en centre-ville ou dans des endroits où c'est réglementé, où il faut avoir une vignette critère, tu puisses plus faire autrement. Mais pour l'instant, la FFVE apparemment a réussi à négocier avec les autorités de pouvoir rentrer en ville avec des voitures de collection. Oui. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais tant que c'est là, je pense que les gens préféreront garder leur voiture avec le moteur d'origine. Ouais. Enfin c'est ma perception, je me trompe peut-être. Voilà. Bon Xavier, on arrive au terme de ce podcast, mais avant qu'on se quitte, tu vas passer au grill des 4 questions rituelles. Oui, vas-y, si je peux. La première, ça concerne les annonces automobiles. Est-ce que ça t'arrive de traîner sur les sites d'annonces? Et si oui, quelle est ta dernière recherche? Ah non, je traîne pas trop sur les sites d'annonces pour être franc. T'as pas le temps? Mais quand tu parles de recherche, quel type de voiture je recherche? Oui, c'est ça, oui. Ou d'accessoires Non. Je regarde de temps en temps, effectivement, quand il y a j'ai des amis qui disent qu'ils veulent acheter telle ou telle voiture. Alors, je regarde les annonces sur Le Bon Coin ou sur d'autres types de supports, sur mobile.de ou des sites comme ça, ou sur, je ne me rappelle plus comment s'appelle le site, Les Anciennes. Non, il y a un site qui répertorie. Non, pas tellement LVA, mais si LVA aussi, ça m'arrive aussi de temps en temps. Mais il y a un site qui existe en France et qui répertorie où les gens annoncent uniquement des anciennes. Ouais. C'est pas lesanciennes.com ou un truc comme ça. .net, oui, ou peut-être, oui. Oui, voilà. D'accord, c'est plus pour rendre service, c'est pas pour toi, quoi. Oui, ils me demandent qu'est-ce que tu en penses. On regarde les différentes annonces et on essaye de leur donner des bons conseils, quoi. Mais à titre perso, non, je suis tellement pris par le projet de la V8 que j'avoue que j'ai pas tellement le temps. Donc je dirais non. Quel est ton meilleur souvenir de road trip? Mon meilleur souvenir de road trip. T'en as fait tant que ça? On fait tous les ans, on a le club de la Chapelle qui existe et qui organise des balades dans différents coins de France ou même à l'étranger. Donc on a des très bons souvenirs. On avait fait des très belles balades en Corse, par exemple, avec un temps magnifique, avec des restaurants perdus dans la campagne fantastiques. On a fait d'autres randonnées, d'autres balades plutôt dans d'autres pays, en Suisse. On a fait. Alors voilà. Maintenant que tu me poses cette question, je pense que le plus beau souvenir, c'est un des premiers rallyes qu'on a fait. Parce qu'au début, c'est notre société qui organisait les rallyes. On en a organisé 5. Et après, on a laissé le flambeau à nos clients. Donc, c'est nos clients maintenant qui gèrent le club. Donc, on va fêter à Epoch-Auto cette année le 30e anniversaire. Donc, on va faire un stand pour la première fois à Epoch-Auto avec le club. On va fêter le 30e anniversaire du club de la Chapelle. Donc, mais les rallyes ont été organisés depuis, ça fait 35 ans maintenant. Et un des premiers rallyes, on l'a organisé à Istres, sur la base d'essai en vol du Rafale. Ah oui. Parce qu'un de mes premiers clients, c'était Guy Mito, Guy Mito Mauroir, pour prononcer son nom complet, qui lui était le pilote d'essai du premier Rafale, du Rafale 0, donc le Rafale blanc. On voit sur notre site, puisqu'on a pu faire une photo avec toutes nos voitures. Oui, qui est exposée au musée du Bourget aujourd'hui. Exactement. Et on a eu la chance, grâce à lui, puisque lui, il était propriétaire d'une de nos voitures, de faire une photo lors d'une des premières sorties, ça va être la deuxième sortie en 87 ou 88, où on a mis 15,55 autour du Rafale. Oui. Donc, en forme de triangle, un peu pour reprendre les ailes delta du Rafale. Et c'est un souvenir extraordinaire pour tous les clients qui ont participé, parce que non seulement, ils ont gardé la photo, évidemment, mais en plus, ils ont pu monter à bord du Rafale, sur la piste, évidemment, pas en vol. Mais donc, ils en gardent un souvenir merveilleux. Donc, je crois que ça reste effectivement un très, très beau souvenir pour tous les clients qui étaient présents lors de ce rallye. Donc, les gens peuvent voir la photo sur le site, d'ailleurs. Oui. Et cette photo a fait le tour du monde. Et je me rappelle d'ailleurs d'un article qui avait été fait dans VSD. Ah oui. Qui avait été fait avec une photo de Christian Martin, que tu dois connaître, je pense. Bien sûr. Qui avait pris une photo extraordinaire. Les gens de chez Dassault avaient sorti une grande passerelle très haute et tous les gens avaient pu monter sur la passerelle pour prendre une photo en contre-plongée de haut.
Et Christian avait fait faire un article dans VSD où il avait mis Bugatti en rafale. Donc le titre était quand même assez évocateur, c'était assez sympa. Donc cette photo-là a été prise, enfin a été suivie après dans énormément de reportages ou de journaux en France et à l'étranger. Donc elle nous a fait vraiment une très très belle pub. Donc ça reste effectivement un très beau souvenir, puisque tu parles de road trip un peu exceptionnel. Et en plus c'était un rallye en Provence, qui est un pays magnifique. Bah oui. Voilà, où on avait même revu Maurice Trintignant, qui était le parrain du club. Qui est venu à certains de nos rallyes. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, parfaitement. Ton garage idéal, sans limite de budget, tu as droit à 4 voitures. Il faut quand même que ça se fonde un peu dans ton mode de vie. 4 voitures. 4 voitures, budget illimité de toutes époques, même des voitures de course si tu veux, pas de problème. Ah, c'est une belle question, ça. Oui, hein. Moi, je suis très anglais, donc je dirais une Aston, ou une DB24 ou une DB4, Zagato de préférence. Une 300 SL, je dirais plutôt cabriolet que porte-papillon, vu la chaleur. Autrement, je dirais une Ferrari de Formule 1 ou une Maserati 250F. Ah ouais. Style carrosse, enfin Formule 1 des années 50-60. Oui, avec les roues, le côté cigare, avec les roues qui dépassent, quoi. Absolument, voilà, tout à fait. Et puis alors j'en ai dit 3 là, c'est ça? Ouais, et il faudrait peut-être une voiture que tu puisses utiliser tous les jours là, parce que ce que tu m'as cité, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu radicales, quoi. Je dirais, oui, non, mais moi je suis plus collection, effectivement. Je dirais autrement, pour tous les jours, plutôt une Aston. Une Aston récente, donc soit une AMV 8, soit une des dernières, comment, la F11, c'est ça? Alors, je sais plus. Comment elle s'appelle? Attends, j'ai un doute tout d'un coup. Parce qu'il y a la... Comment elle s'appelle Oh, j'ai un trou de mémoire, c'est affreux. Voilà, moi aussi, c'est l'âge. Hein. Bah oui, mais je suis plus jeune que toi, c'est inquiétant que j'ai déjà des trous de mémoire. Oui. Non, on parle de la grosse GT, avec la grosse calandre, là, avec le moteur V12. Oui, mais j'ai oublié la référence à ça. Soit celle-là, soit effectivement une Ferrari Roma, que je trouve très belle. Ah oui. Ça aussi, c'est magnifique. Parce que la Ferrari Roma, elle a l'avantage, par rapport aux anciennes modèles, la 612 Caglietti, d'être quand même plus petite. Tu peux plus facilement te balader sur les petites routes avec une voiture comme ça qu'une Caglietti qui est très très large. Je note que tu ne mets pas de la Chapelle dans ton garage idéal. Je suis un peu surpris. Mais j'en ai déjà une, donc c'est pas la peine. Tu triches un peu là, hein. Ah oui, mais moi je pensais que tu me posais la question de savoir quoi à part de la Chapelle, quelle voiture à part de la Chapelle. Moi j'en ai gardé à titre perso évidemment, donc. On va dire que ça passe parce que c'est toi. Bon d'accord, ok. Excuse-moi, j'avais pas compris tout à fait non mais il y a pas de mal. La question. Et si tu ne devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait? Une Atalante V8 évidemment. Bah oui, forcément. Bon Xavier, merci infiniment. Finalement là, ça sera 2 épisodes hein, parce qu'on a fait 2 heures de discussion, donc ça sera. À 2 heures. Ouais. Mais tu avais plein de choses à raconter et c'était passionnant, donc c'est super. Je sais pas si on te retrouve sur les réseaux sociaux. Je crois pas que tu sois très présent sur les réseaux sociaux. Si Instagram peut-être. C'est-à-dire on vient de sortir un nouveau site qui a été mis en ligne, sur lequel on travaille encore. Ouais, je mettrai un lien. Sur lequel on va rajouter. On est en train de finaliser pas mal de choses en 3D aussi, pour que les gens puissent même avoir un configurateur pour choisir quel type d'intérieur, quelle couleur de cuir, quel type de tableau de bord, quelle couleur de la voiture, quel type de jante, etc. Donc ça, on travaille beaucoup là-dessus. On l'a mis en ligne parce qu'on s'est dit, c'est pas la peine d'attendre d'être complètement prêt à 100%. Déjà, ça va permettre de référencer le site. Et dès que le site sera un peu plus avancé, parce qu'on s'est rendu compte que pour l'instant, on avait mis un site sous WordPress. Tu dois connaître ça. Bon, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une seule page, mais que ça défile trop vite quand tu veux passer d'un sujet à l'autre. Donc, on est en train de créer plusieurs pages différentes, un petit peu comme un site web classique. D'accord. De manière à ce qu'après, ça soit par sujet et que ça soit plus facile et un peu moins perturbant pour les internautes. Donc, à partir du moment où tout ça sera prêt, je pense qu'on va commencer à réseauter beaucoup plus. D'accord. Mais dans l'immédiat, d'une part, la voiture n'est pas prête. Donc, on ne peut pas non plus créer beaucoup de demandes et ne pas être capable de répondre de manière précise au niveau des délais, des coûts, etc. Et en plus, on n'a pas beaucoup de temps, si tu veux, pour répondre Bien sûr.
de manière précise à toutes les personnes qui vont être passionnées, qui vont nous poser des questions. Mais on est trop peu nombreux, si tu veux, pour l'instant. Ouais. On a un webmaster qui est déjà pris à fond pour s'occuper du site, mais qui est externe, qui est un copain de longue date, qui a beaucoup travaillé pour nous. Et on n'a pas de, comment on dit, de gars qui gère tous les réseaux. J'ai oublié le terme. De community manager. Community manager, voilà, merci. Là, on n'a pas encore les moyens d'en avoir un. Donc, pour l'instant, on est à fond sur le proto. Dès que le proto sera fini, notre objectif, c'est de passer en phase 2, c'est-à-dire production, et de faire entrer de nouveaux partenaires financiers dans la société. Ouais. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à nous contacter. Et donc, de trouver des nouveaux clients et de trouver des nouveaux partenaires financiers. Voilà, c'est notre prochaine étape. D'accord. Bon. Pour l'instant, moi, pour être franc, je fais ça plus par passion que... Je suis à la retraite, hein, donc je fais ça par passion. Et mon objectif, c'est que tout ce qu'on a fait pour De la Chapelle continue à terme. C'est de recréer une nouvelle équipe de gens beaucoup plus jeunes qui puissent prendre le flambeau, quitte à ce que je reste à côté d'eux pendant un certain nombre d'années. Parce que malheureusement, mes enfants ne s'intéressent pas à l'automobile. Ils aiment bien, mais bon, ce ne sont pas du tout des techniciens. Et donc, j'aurais bien aimé leur passer le flambeau, mais c'est pas possible. Donc, il faut que je le fasse avec une nouvelle équipe de gens motivés. Donc, j'en connais un certain nombre actuellement. On discute avec quelques-uns d'entre eux, des gens qui ont plutôt, je dirais, entre 26, 27 et 40, 45 ans. Ouais. Et qui, eux, ont d'autres projets automobiles et on va essayer peut-être de faire des choses ensemble. Enfin, voilà. Bon, pour l'instant, on en est qu'aux prémices, donc c'est difficile d'en dire plus. Mais je pense qu'en France, ça serait intéressant de créer une espèce de pôle automobile pour construire des voitures en petite série, mais en faisant en sorte qu'on conjugue toutes nos forces et nos savoir-faire. Chacun tire dans son coin pour l'instant, et ça coûte cher à tout le monde, et il n'y a pas d'effet d'effet de masse, quoi, d'effet d'échelle. D'effet d'échelle, voilà, merci. Et donc on discute actuellement. Donc je ne sais pas si ça verra le jour ou pas, mais je pense que ça serait pas mal de faire quelque chose comme ça en France. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire, qui sont passionnés par des voitures comme les nôtres, des gens qui sont passionnés plutôt pour refaire des roadsters comme on avait fait le nôtre à l'époque. Donc j'en ai rencontré un certain nombre que je ne peux pas citer parce que je ne sais pas s'ils m'autoriseraient à le faire. Bien sûr. Mais voilà, on en est là au niveau des réflexions pour l'instant. Eh ben, écoute, c'est beau, tu as encore plein de projets, c'est chouette. Bah écoute, oui, tant que la passion est là et que l'énergie est là, je pense qu'il faut continuer, hein, de toute manière. Bon, de temps en temps, c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer sur le plan familial parce que il y a un moment donné où ma chère épouse aimerait bien qu'on passe plus de temps à voyager, à se balader un peu. Mais bon, faut déjà finir celle-ci et puis voir comment la suite peut se mettre en route de la meilleure manière possible, que ce soit uniquement De la Chapelle ou De la Chapelle et d'autres constructeurs potentiels qui seraient intéressés pour faire des choses avec nous. D'accord. Bah, super. Alors après, bon, et on peut aussi avoir des partenaires industriels qui s'y intéressent, qui se disent, nous, ça nous intéresserait de faire telle partie de la voiture. Des partenaires financiers passionnés qui sont la plupart du temps des collectionneurs aussi, qui voudraient venir et diraient s'amuser un petit peu avec nous, le faire par passion. Donc voilà. Peut-être que dans quelques temps, on pourra en reparler. Dans l'année qui vient, on aura peut-être réussi à motiver suffisamment de personnes pour passer en phase 2 de manière sympathique. Eh ben, écoute, ce sera avec un immense plaisir, Xavier. Merci beaucoup de m'avoir consacré ce temps dont je sais qu'il est très précieux, hein, comme tu viens de le redire. Donc merci beaucoup. Je pense que là, nos auditeurs auront été passionnés. Et je te souhaite bonne chance pour la suite. Et on a hâte de voir cette Atalante V8 rouler. Elle roule déjà. Hein. Elle roule déjà. Il y a déjà des vidéos sur YouTube et sur notre site internet. Donc les gens pourront déjà voir. Alors, on va en rajouter petit à petit au fur et à mesure de la réalisation, de la finalisation du prototype. Pour l'instant, bon, sont des vidéos rapides, mais des essais routiers. Mais ça donne déjà une idée de ce à quoi ressemble la voiture. On fera plus quand on aura un peu plus avancé sur les décos intérieurs, on fera peut-être plus d'impression de conduite, si tu veux, sur les tours dont on a déjà fait, mais on le fera de manière un peu plus complète. On envisage de faire des vidéos avec des drones aussi. D'accord. Pas mal de choses qui sont en cours actuellement. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Eh bien, à une prochaine.
À très bientôt. Salut. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet entretien en 2 parties avec Xavier Delachapelle. J'espère qu'il vous a plu. Si ça vous a plu, et voilà, vous pouvez liker, vous abonner sur toutes les plateformes. Vous pouvez également suivre ce podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez me contacter, histoiredeauto@gmail.com. Et puis moi là ça va être les vacances, donc je vais faire une petite pause. Les épisodes y reprendront le 15 septembre. On se retrouve le 15 septembre pour un nouvel épisode dans lequel, si tout va bien, on devrait parler de scoop, de projets secrets, de voir un peu les coulisses de ces photos que vous avez souvent vues dans la presse automobile de voitures qu'on prend comme ça par surprise plusieurs années avant leur sortie. On en parlera avec un invité. Je vais pas vous le révéler tout de suite, ce sera le suspense. En tout cas, moi je vous souhaite un bel été, profitez bien des vacances et puis on se retrouve le 15 septembre. Ciao, bonne route.